d'accueillir en ombre blanche Eliane Viennot et Yannick Chevalier pour un livre dont je dirai un petit mot tout à l'heure, qui s'appelle l'Académie contre la langue française. Alors je voudrais avant tout, en remerciant chacune de vous, chacun, ça commence. Remercier Eliane Viennot, professeuse émérite de littérature française de la Renaissance à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, spécialiste de Marguerite de Valois et d'autres femmes d'État de la Renaissance. Et je rappellerai quelques-uns de ses ouvrages. J'ai fait un tri dans la mesure où ce serait trop long de citer tout ce que vous avez écrit. D'abord peut-être La France, les femmes et le pouvoir, publié chez Perrin, 3 tomes, dont le dernier vient de paraître. Le premier, L'invention de la loi, du 5e au 16e siècle, paru en 2006. Les résistances de la société, 17e, 18e siècle, paru en 2008. Et celui qui a paru en 2016, je crois, Et la modernité fut masculine, de période 1789-1804. Je citerai bien sûr Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, ouvrage publié aux éditions X en 2014. Tu as co-dirigé avec Nicolas Materon La différence des sexes, questions scientifiques, pièges idéologiques, paru chez Belin en 2017. Et, bien sûr, l'ouvrage dont vous allez nous parler, l'Académie contre la langue française, le dossier féminisation, vous avez dirigé avec Maria Candéa, Yannick Chevalier, Sylvia Duverger, Anne-Marie Oudebine et la collaboration d'Audrey Lasserre, 2016. Je voudrais bien sûr remercier Yannick Chevalier d'être présent. Yannick Chevalier, maître de conférence en grammaire et stylistique française à l'Université Lumière Lyon 2, membre de l'IREM. Alors je peux donner le détail de cette formule un petit peu barbare, l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités. Yannick Chevalier est spécialiste de Monique Wittig. Il a publié avec Benoît Auclair en 2012 aux presses universitaires de Lyon Lire Monique Wittig aujourd'hui, et il a participé à l'édition du chantier littéraire de Monique Wittig, coédition des presses universitaires de Lyon et des éditions X en 2010. J'ai oublié, Yannick, de dire que ta thèse de doctorat a été consacrée au phénomène métaphorique dans les romans de Nathalie Sarraute. Je rappelle aussi que tu as dirigé le programme de recherche sur les langues et le genre, donc dans la région Rhône-Alpes. Et enfin, tu es vice-président de l'Université Lumière Lyon 2, en charge de l'égalité et de la vie citoyenne. Et là encore, je n'ai pas cité, puisque nous n'avons pas le temps, tous les articles que tu as consacrés, aussi bien à Monique Wittig, à Nathalie Sarraute, aux questions langue et genre, etc. Je renvoie à tes articles. Enfin, je voudrais remercier aussi chaleureusement Auristel Bonis, qui est là. Les éditions X. Les éditions X, depuis 2010, interrogent, parcourent, bousculent un espace rebelle aux catégorisations et nous permettent de lire des livres aussi forts que celui dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, très rapidement, je dirais que ce livre porte un titre qui est un titre destiné à l'échauffement actuel,
un titre, l'Académie contre la langue française, qui pourrait en faire sursauter certaines et certains, et en tout cas qui a jeté une sorte de panique qu'est Conti. Je dirais de ce livre que c'est un livre réjouissant et érudit, ce qui va tout à fait, finalement, ce qui peut aller ensemble. Et il me semble que aujourd'hui, c'était vraiment le jour choisi, parfaitement choisi, pour cette rencontre, compte tenu de ta présence, Viviane, dans l'espace, enfin, dans l'espace médiatique, et on ose se réjouir, mais on essaie de se réjouir de ce moment qui est ce moment de la lutte. Alors, de ce livre réjouissant, érudit, provocateur, qui pourrait donc distiller un poison mortel dans la langue française, vous allez parler. Et donc, je vous donne la langue, l'écriture, la parole, maintenant. Oui. Alors, pour rassurer la grande majorité des sujets parlants français, notre visée en écrivant ce livre n'était pas d'instiller un poison mortel chez tout le monde. Uniquement 40 personnes qui, à l'heure actuelle, sont beaucoup moins nombreuses encore, puisque actuellement, à l'Académie française, il y a 7 sièges vides. Voilà, donc c'était un petit peu ces personnes-là que nous cherchions à taquiner et possiblement empoisonner. On ne verrait pas tellement la différence, puisque une des thèses défendues dans notre livre, c'est de dire que l'Académie française fait plus de mal que de bien à ce que toutes et tous nous avons en partage, à savoir la langue française, ou plus précisément une des variantes possibles de la langue française, parce que en l'espèce de singulier, il n'en existe pas, il existe plusieurs langues françaises que toutes et tous nous manions quotidiennement. Nous ne nous adressons pas dans le même français à nos amis, à nos relations professionnelles. Nous n'utilisons pas le même français quand nous écrivons et quand nous parlons. Et évidemment, nous ne parlons pas le même français quand nous sommes à Toulouse, à Lille, à Lyon, sur les rives du Saint-Laurent ou à Bamako. Donc là, c'est déjà ce singulier de la langue française et à interroger. Et ce qui est vraiment ce qui mérite véritablement interrogation, c'est de se demander comment 40 personnes peuvent s'octroyer le droit, en tout cas la légitimité de légiférer sur près de 250 millions de locuteurs et locutrices. Qui sont ces personnes qui entendent dire la manière dont nous devons parler, quelle est leur légitimité, qui sont ces personnes, comment se fait-il que dans ce début de XXIe siècle, c'est-à-dire un moment où les institutions républicaines sont quand même bien installées, comment ces personnes-là peuvent encore se réclamer du XVIIe siècle, de Richelieu, etc. Il y a tout un tas d'interrogations qu'il nous semblait important de poser. Alors, nous ne sommes pas les premiers à avoir écrit contre l'Académie française. Nous avons fait le choix d'attaquer le dossier sur la question de la féminisation, alors qui sur la couverture du livre
Et entre guillemets, puisque ce terme-là n'est pas tout à fait satisfaisant. Il ne s'agit pas de féminiser la langue, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de féminin en français, et la féminisation consisterait à introduire du féminin là où il n'y en a pas. Or, il y en a. Néanmoins, c'est ce terme-là qui a été utilisé dans les années 80, à un moment où l'Académie française sort un peu de sa torpeur et commence à tenir discours sur ces féminins. Ces féminins qui commencent à apparaître. Voilà. Là, c'est à partir de 80 qu'on s'est attaché à regarder ce que dit l'Académie, et surtout ce que ne cessent de ressasser les académiciens dans la presse, et une presse qui n'est pas une presse spécialisée, qui est la presse grand public que toutes et tous nous lisons, Le Figaro, Le Monde, et un certain nombre d'autres journaux. Là, il y avait quelque chose qui est assez étonnant, c'est la violence de ce discours de l'Académie. On pourrait se dire que ce sont des gens policés, bien élevés, et on était très choqués de voir la violence du propos de l'Académie. Pour rendre compte de cette violence, on aurait pu dire que les textes des académiciens, je mets à part Yourcenar qui en fait avait été élu en 1981, mais n'est venu que pour tenir son discours d'investiture, et puis elle n'y est jamais retournée. Donc c'est pour ça que je me permettrai de parler juste des académiciens. Ces académiciens, on aurait pu dire qu'ils tenaient des propos très violents dans la presse. Il aurait fallu nous croire. Donc le choix que nous avons fait assez rapidement, c'était de citer intégralement les articles et les textes publiés par l'Académie française, de les annoter, alors avec un esprit un petit peu malicieux, et de prendre au sérieux ce qu'ils disaient. C'était une tâche amusante et en même temps un peu fastidieuse, parce que l'Académie française ne cesse de se rabâcher. Elle se rabâche et surtout elle rabâche des âneries, parce qu'on peut quelquefois se dire que voilà, quand on avance quelque chose d'un peu solide, bah oui, il faut le répéter pour que le plus grand nombre s'en saisisse. Mais quand on répète des âneries, les âneries restent des âneries. Et c'était ça qui était très frappant. Donc nous n'avons publié qu'une sélection. Nous n'avons pas publié le pire. Nous avons publié les articles qui nous semblaient intéressants sur les stratégies qu'adopte l'Académie française pour nous faire croire, à nous, sujets parlants français, que nous parlons mal, que nous avons des prétentions incohérentes, que nous avons des lubies. Et ça, il y avait quelque chose d'assez insupportable dans la répétition. Donc, si l'Académie se répète, nous avons essayé de faire en sorte de ne pas nous répéter et simplement de souligner ce qu'il y avait de bêtassou sous la plume des académiciens. Alors, moi, je voudrais dire que j'ai eu envie de ce livre après avoir beaucoup présenté au public l'autre livre, le petit livre, celui que j'appelle le petit livre, non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, puisque contrairement à ce qu'on attendait, ce petit livre a très bien marché. Moi, je me disais, de la grammaire, un livre sur la grammaire et un livre féministe, ça va sûrement pas voilà, ça va sûrement, bon, voilà, il fallait, Orestelle me l'avait demandé, donc je l'ai fait. Mais bon, je ne pensais pas que ça prendrait comme ça. Et donc j'ai été invitée dans beaucoup d'endroits, à la fois par des féministes, par des groupes, par des associations, mais aussi par des conseils régionaux, des administrations qui veulent
faire avancer la cause, puisque soi-disant l'État français, la société française veut aller vers plus d'égalité, et que donc dans la communication publique, beaucoup d'administrations cherchent à aller de l'avant. Et puis il y a des grosses associations culturelles, etc., qui m'ont invité beaucoup. Et je me suis rendu compte, et c'est une expérience, je dirais 100% de l'expérience, quand on a le temps de s'exprimer, quand on a le temps d'expliquer comment la langue française a été masculinisée de manière absolument délibérée, pas en général, 100% pour l'instant, des assistances auxquelles j'ai pu m'adresser sont convaincus. Et en général, ça se termine par « Bon, on a compris, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'académie ?» Puisqu'ils sont contre. Et qui vont donc encore continuer à nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, à force d'entendre cet argument, je me suis dit, bon, maintenant, les choses essentielles, linguistiques, tout ça, elles sont, voilà, on les connaît en plus. Moi, je n'ai pas inventé grand-chose, hein, c'est dans le débat public depuis une quarantaine d'années. Et peut-être que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cibler l'académie. Donc moi, je ne cherche pas du tout à convaincre l'académie, je pense qu'ils sont out, enfin, ils sont trop loin pour être... oui, c'est ça. Et dans leurs prétentions, et dans leur âge, et de toute façon dans leur forteresse assiégée. Donc, voilà. Mais en revanche, il faut convaincre les Français et les Françaises que cette institution n'est pas compétente. Non pas qu'elle est remplie de vieux jetons, pour aller vite, hein, de vieux schnock, comme dit Pierre Perret, parce que ça, tout le monde, grosso modo, le sait. Non pas les convaincre qu'ils sont très, très, très à droite, parce que quand on fait un tout petit peu d'histoire, bon, on le sait, hein, on le sait de moins en moins, mais bon, il faut rappeler quand même que De Gaulle a mis dehors Philippe Pétain, a mis dehors Charles Maurras, a mis dehors deux autres, les duettistes qui n'ont jamais écrit une grammaire dans cette maison étaient des collaborateurs notoires. Il a mis ensuite il a empêché que des collaborateurs notoires rentrent à l'académie. Donc voilà, c'est une maison très réactionnaire, c'est une maison très vieille, très masculine, tout le monde le sait. Mais en général, les gens pensent que quand même, ils ont une compétence. Et or, c'est faux. Et c'est une facilité absolue de démontrer qu'ils ne sont pas compétents. Donc on s'est bien amusé à effectivement éplucher leur texte et à montrer que ça ne tient pas la route 5 minutes. Ce qui n'est pas étonnant, puisque ça fait plus de 100 ans qu'aucun spécialiste de la langue n'a intégré l'Académie française. Et ils ont tellement peur, depuis qu'il y a des sciences du langage, depuis qu'il y a la linguistique, etc., ils ont tellement peur des vrais spécialistes qu'ils n'en intègrent pas. Donc, voilà, ça fait... En plus, l'âge aidant fait que dès qu'ils sont un peu mis en difficulté, ils font ce qu'ils ont fait il y a 3 jours. Ils font le vieillard un peu pris de court, et ils tapent avec leur canne, et ils ne sont capables que de faire le père Fouettard. Et ça, moi, j'ai été frappée dans la dernière déclaration qu'ils ont faite il y a quelques jours, à quel point elle est creuse du point de vue scientifique, d'un point de vue intellectuel. Elle n'est que le rappel de l'ordre. C'est comme le père Fouettard tape sur la table et dit « c'est moi le chef, et vous allez vous taire maintenant ». Voilà. Donc ils sont dans cette posture depuis très longtemps, et je pense que... Bon, et évidemment, la chose qu'il faudrait rajouter, c'est que l'Académie est comment dirais-je, l'Académie est responsable de ces dérives, puisqu'il n'intègre que... des gens comme eux, voilà. Mais l'État est encore plus responsable. L'État, c'est-à-dire les chefs de l'État, puisque les chefs de l'État en France ont la capacité, comme je le disais à propos de De Gaulle, de refuser... les mettre dehors, c'est dans les périodes un peu spéciales qu'on peut faire ça. Mais dans la vie courante, de l'Académie, les chefs de l'État doivent dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec les propositions qu'on fait, avec les introductions, les intronisations qu'on pourrait faire. Et donc, voilà, si l'Académie est dans cet état-là, un état qui veut dire qu'elle ne travaille pas, ce n'est plus elle qui fait son dictionnaire depuis une 30aine d'années, elle ne fait rien d'autre
que de temps en temps sortir de sa torpeur, comme disait Yannick, et elle ne sort pas de sa torpeur pour tout et n'importe quoi, ou pour les anglicismes, ou pour... Non, il n'y a qu'une chose qui la mobilise, c'est l'égalité des sexes. Quand il faut intervenir contre l'égalité des sexes, quand dans la société il se passe quelque chose qui touche la langue, mais qui va dans le sens d'une plus grande égalité, à ce moment-là, ils se réveillent et ils tapent avec leur canne. Bon. Donc l'État est absolument responsable. Les chefs de l'État ont depuis le début du siècle laissé faire. Et il suffirait, par exemple, je ne sais pas si on parlera de l'avenir, mais il suffirait que le chef de l'État aujourd'hui dise, bon, il y a 7 sièges à pourvoir. À partir de maintenant, vous ne me présentez que des femmes, puisqu'on est censé aller vers la parité quand même, hein, en France. Bon. Alors vous me présentez que des femmes compétentes, et peut-être, sans dire des femmes jeunes, au moins des femmes dans la force de l'âge. En quelques années, en 15 ans, on transformerait cette institution, on la remettrait au travail. Voilà. Mais certainement, ça ne se fera pas. Oui, si je peux me permettre, nous savons que l'un des académiciens a au moins un ouvrage de X, et notamment cet ouvrage, l'Académie contre la langue française. Et je pense que... Il l'a lu, c'est ça que vous dites ? Mais on ne sait pas, on le lu. Augustin Bonis lui a offert un soir à la Maison de la Poésie. Hein ? Oui, c'est Dany Laferrière. Il a pris position avant-hier pour dire qu'il était absolument contre tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et là, ce soir-là, il avait été extrêmement, affable, évidemment, et très ouvert. Et surtout, c'est ce que je voulais peut-être te dire, il a conseillé de faire de l'entrisme et de poser sa candidature. Et il a dit à Augustin Bonis, mais présentez votre candidature. Voilà, donc je me dis que... Tout un avenir qui se... Voilà, absolument. Je ne suis pas dans la force de l'âge. Il y a un point qui mérite d'être souligné, c'est que les langues évoluent. Elles évoluent parce que la société évolue, qu'il y a de nouveaux besoins techniques qui se font jour, en particulier dans... il y a un certain nombre de technologies qui existent, qui émergent depuis dans le second XXe siècle, en particulier tout ce qui tourne autour des questions d'informatique, etc. L'Académie française a, donc, nous raconte-t-elle régulièrement, pour mission donc d'enrichir, de protéger, de purifier la langue française. On a des besoins de terminologie, c'est-à-dire de créer des nouveaux mots pour désigner des réalités qui, évidemment, n'existaient pas sous Richelieu. L'Académie française pourrait jouer ce rôle-là, pour autant qu'il siège un certain nombre de personnes compétentes, en particulier des linguistes, puisqu'il n'y a jamais eu le moindre linguiste, le moindre grammairien à l'Académie française. Les seuls grammairiens et les seules personnes qui ont été un petit peu formées à ça, ce sont les professeurs agrégés, qu'on appelle les agrégés du dictionnaire, puisque désormais les académiciens étant infoutus de faire un dictionnaire, l'éducation nationale met à la disposition de l'Académie française un certain nombre de fonctionnaires qui sont agrégés et qui donc, à ce titre-là, ont eu un minimum de formation et en linguistique et en grammaire. Il y a de vrais besoins pour enrichir la langue, la maintenir vivante, en créant des nouveaux mots ou en puisant dans notre stock lexical, dans le stock lexical du passé, des mots qui vont servir à désigner des réalités nouvelles. L'Académie française est à ce point conservatrice et ignorante de l'histoire de notre langue que dès que la puissance publique, l'État français, lui pose une question, elle ne répond pas. Donc, et cette attitude-là de l'Académie française est déjà assez ancienne, à tel point que dans les années 60, donc dans ce grand moment d'innovation technologique, puisque c'est le moment en fait, où apparaît et se développe en particulier la technologie informatique,
la République a été obligée de créer des commissions de terminologie, c'est-à-dire d'autres fonctionnaires qui sont compétents et à qui, quand on pose une question, et qui, quand on leur pose des questions, ils répondent. C'est pour ça que, par exemple, en français, on a le mot « ordinateur » qui a été donc lancé par une commission de terminologie, donc quelque part dans un des ministères à Paris, et qui nous distingue de l'anglais, par exemple, où en anglais, on dit « computer ». Donc on aurait pu avoir en français un computer ou un computer, c'est du latin, mais voilà, là il y a des commissions de terminologie qui existent, il y en a plein, et qui font le travail que ne fait pas l'Académie française. Et l'Académie française ne s'est réveillée et ne s'est rendu compte s'est rendu compte qu'elle avait perdu tout crédit aux yeux du gouvernement seulement au début des années 80, quand François Mitterrand donc, décide de créer la fameuse commission Roudy, donc une commission qui est créée pour réfléchir sur le vocabulaire à utiliser pour décrire un fait social majeur, le fait que désormais les femmes puissent accéder à toutes les fonctions, à toutes les professions. Et c'est seulement avec la création de cette commission-là que l'Académie française s'est rendue compte que, aux yeux de l'État, elle ne servait à rien. Mais ça, c'est un peu de sa faute, elle n'avait qu'à répondre aux sollicitations précédentes. Et c'est sur cette commission que l'Académie sort du bois, sort de sa réserve, ou se réveille, pour dire c'est tout à fait scandaleux. Si je peux illustrer ce que tu viens de dire, le premier des articles que nous avons reproduits, des articles de presse donc, que nous avons reproduits, est de Jean Dutour, dont vous vous souvenez peut-être, les gens qui ne sont pas très jeunes. C'est vraiment le rigolo du groupe, qui était aux grosses têtes, enfin voilà. Et alors il commence en disant... on est quelques mois après la création de la commission. La commission a été créée en février, je crois, 84. Donc le temps qu'ils réagissent, et puis en plus il y avait des élections entre-temps, donc ils n'ont pas voulu bouger, puis ils voulaient d'abord tâter si Mitterrand était plutôt de leur côté en tant qu'un peu homme du passé, quoi, ou s'ils étaient contre, enfin bref. Ils n'ont pas réagi tout de suite. Mais quand ils y réagissent, donc c'est au début de l'été, et donc il y a ce que nous appelons une première bulle qui est émise par l'Académie en tant que telle. Et ensuite, on voit dans la presse donc les croisés, parce que tout le monde n'a pas travaillé à ça, hein, c'est vraiment les hommes qui voulaient vraiment combattre, donc ferrailler. Alors Dutour dit « Il y a un bon moment déjà que l'Académie française est agacée par les initiatives que prennent les ministères et les administrations en matière de langage. Nous recevons périodiquement des listes de mots nouveaux inventés par des commissions chargées de donner des noms à des choses qui n'existaient pas l'année dernière et qui n'existeront peut-être plus l'année prochaine, ou de trouver des équivalents français à des vocables étrangers. » Donc voilà, il dit exactement la vérité. Quand on cherche, il y en a effectivement des dizaines, non seulement des commissions ministérielles, mais du temps de Gaulle, on a donc mis à cette même période en place le comité pour la langue française, enfin ça a changé de nom, etc., le Haut Conseil pour la langue française. Donc il y a plein de choses qui doublent l'Académie, donc on paye 2 fois. C'est quand même ça qui est intéressant de comprendre. Et ça ne les fait pas du tout bouger. Il y a vraiment que ça qui les énerve. Et depuis 30 ans, puisqu'on a revu ça, c'est-à-dire que de toute façon, c'est le seul sujet sur lequel ils ont quelque chose à dire. Et comme dit Yannick, d'abord des bêtises. Juste peut-être un mot. Tu parlais du bulle. Et j'aimerais bien peut-être qu'on parle de ce que vous avez nommé le Saint-Siège, l'utilisation du terme de Saint-Siège qui me paraît particulièrement belle. Oui, on a utilisé cette métaphore de la religion parce qu'on est vraiment face à une institution qui veut qu'on prenne ce qu'elle dit pour parole d'évangile, qui veut rien expliquer, qui dit voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et donc, et puis qui ne supporte pas la contradiction, qui est extrêmement violente lorsqu'il y a des contradictions.
Et donc voilà, on s'est amusé à ça. Donc on a appelé l'analyse, toute l'analyse qu'on fait, parce que le livre est séparé en 2 morceaux. Grosso modo, il y a toute une première partie qui est des analyses que nous faisons. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui est la reproduction des prises de position officielles, les bulles, et des articles publiés dans la presse qu'on appelle les exégèses. C'est-à-dire que ces messieurs expliquent autrement, ou répètent, ou recitent, n'arrêtent pas de reciter les bulles. Et puis, il y a une dernière partie des articles qu'on a appelé les suppliques, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau qui apparaît dans les années 90, parce que jusqu'à la fin des années 90, au fond, ils ne font que protester, dire que c'est un scandale, etc., etc., mais ils ne s'adressent jamais au président de la République qui les énerve, parce que c'est un président de gauche. Donc on ne s'adresse quand même pas voilà. Même si c'est le protecteur traditionnel de l'Académie, on ne lui parle pas. En revanche, à partir de 1998, on est dans la période de la cohabitation, et il y a Chirac qui est président de la République et Jospin qui est Premier ministre. Et là, très vite, ils se rendent compte qu'ils sont trahis par le protecteur. Ils pensaient que Chirac était de leur côté, et Chirac était contre. Chirac était un moderniste, enfin, je dis parce qu'il n'est plus président. Donc, ils se sont sentis complètement trahis, et à partir de ce moment-là, ils ont écrit des lettres ouvertes aux responsables. Alors, le premier, c'est le président de la République. Ensuite, on a une autre lettre ouverte au président du Sénat, qui semblait lui aussi être un traître. Et puis, il y a encore une troisième lettre ouverte, et donc ça, on les a appelés les suppliques. Et dans les suppliques, il y a une supplique très particulière, la seule qui s'adresse à une femme, qui est un petit texte rigolard de Dutour, qui fait semblant d'être une instite ou une prof. On ne sait pas très bien d'ailleurs la différence entre les professeurs d'université, les instituts, etc. On voit dans son petit texte. Et alors cette dame s'adresse à la ministre Ségolène Royal, qui à l'époque devait être sous-secrétaire d'État ou secrétaire d'État à une des... Enfin, elle était dans le ministère, elle n'était pas tout à fait ministre, mais bon. Et cette supplique-là, la seule qui s'adresse à une femme, qui fait parler une femme, est un vomi. Oui, on ne sait pas comment le qualifier. On ne peut pas... C'est monstrueux, quoi. C'est-à-dire, il y a à la fois le mépris du peuple, le mépris de... Cette enseignante parle très mal, elle dit nous autres, au lycée machin ou au collège machin, on est vachement pour la féminisation, puis alors voilà. Donc c'est rempli de cuir, rempli de fautes de français du point de vue de l'académie, bien sûr, bien que ce soit une prof. Alors donc voilà, c'est une manière de dire, regardez à quoi ressemble l'éducation nationale aujourd'hui. Et c'est totalement insultant. Juste quelques lignes pour montrer, mais vraiment, Dutour, c'est les grosses têtes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce niveau de vulgarité et de caniveau. Ouais. Alors voilà, donc, qui fait parler, comme vient de le dire Eliane. Je suis une professeure de langue et littérature française au CES de Glaires-sur-la-Chiffe. Mes collègues enseignantes et enseignants et moi-même, on n'est pas des immatures, mais des adultes, au sens le plus exhaustif du phonème. Bon, il devait avoir vraiment appris que ça existait, les phonèmes, je ne sais pas. C'est vraiment... Mes apprenantes et mes apprenants sont absolument en phase au niveau de la thématique de mon discours. Illettriste ne me connaît pas. Ma meilleure amie, Jennifer Dugommier, vous voyez le niveau, est une médecin, gynéco of course, donc milieu hyper fiable au plan intellect. Ce qui nous pose problème, c'est la proviseure, sans eux bien sûr, du CES, qui est parano, pour ne pas dire mégalo, en tout cas réac. On la suspecte de voter extrême droite, bon, etc. Voilà. C'est vraiment... Et la conclusion... mon collègue Patrick Crognard, ayant explicité que la féminisation, ça répond à un phénomène de société, vous réaliserez jamais ce que Madame la proviseure a rétorqué, je cite, « La grand-mère ne connaît pas les phénomènes de société ». Fin de citation, on croit rêver. Le collectif du CES de Glaires-sur-la-Chiffe attend de vous, Madame la Ministre, que vous preniez les mesures qui s'imposent. À titre indicatif, une mise à la retraite d'office solutionnerait le problème de façon optimale.
Sinon, on peut anticiper une grève illimitée des enseignants en lettres classiques. Voilà. Et elle signe Vanessa Fourneau. Ça, c'est... Alors, là, on est sur un cas très singulier. Donc, vous avez vu le ton assez ordurier. Mais on trouve à peu près la même chose et le graveleux n'est jamais très loin. Il y a un article, pour moi c'est un des meilleurs, de Fumaroli, qui écrit ceci. Donc, là, donc, voilà, Marc Fumaroli, c'est plutôt bien écrit, etc. Mais vous allez voir, il y a des dérapages aussi assez vilains. Françaises et Français, encore un effort. La langue et sa grammaire ont donc été, nous dit-on, corrompues dans leur profondeur par une immémoriale et immonde sexualisation au profit des mâles. L'état actuel des genres en français, dont nous avons vu la relative cohérence et qui a pu fort bien jusqu'ici convenir aux femmes victorieuses, est-il vraiment devenu maintenant insupportable aux femmes triomphantes? Si c'est le cas, alors de l'audace et encore de l'audace, faisons notre nuit du 4 août. Ne nous limitons pas à une réformette timide. Sexualisons à l'envers tous les titres, sans exception, privés ou publics, sur 2 colonnes. Substituons à la cohérence actuelle une cohérence de revanche. Légalisons sans frémir ces mots que les femmes avaient jusqu'ici refusés avec horreur. Notaresse, mairesse, maîtresse de conférence, doctoresse, chefesse, parce qu'ils riment fâcheusement avec fesse, borgnesse et drôlesse, n'évoquant la duchesse que de très loin. Tranchons entre recteuse, rectrice et rectale. Choisissons entre gardeuses et gardiennes, entre proviseuses et proviseurs, entre procureuses et procureurs, entre ingénieuses et ingénieurs. Trouvons un féminin pour juge, pour amiral, pour capitaine, que les séries soient enfin systématiques. Je ne sais pas si les femmes y trouveront leur compte, mais au moins la logique de l'humeur féminisatrice qui prévaut aujourd'hui en haut lieu ne sera pas bordée par petits pas. Elle aura révolutionné et tourneboulé la langue et donné, selon la formule consacrée, l'exemple au monde. Cet extrait est assez représentatif de cette panique qui saisit ces hommes qui, clairement, on ne sait pas exactement dans quel monde ils vivent, parce que rectrice, c'est un féminin qui est parfaitement formé au regard de l'histoire de la langue, directeur, directrice. Il y a quelque chose là qui les panique absolument. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce qui les panique, c'est pas des mots comme ouvrière, boulangère, paysanne. Ça, en fait, le féminin est parfaitement accepté. Ce sont, en fait, des métiers qui sont les métiers qui sont prestigieux. Et ce qui fait peur, c'est pas le mot, c'est la chose. C'est le fait que désormais, des femmes accèdent à des fonctions, et des fonctions prestigieuses. Et ça, c'est insupportable. C'est d'autant plus insupportable pour Fumaroli que sur cette fin des années 90, avec le gouvernement Jospin, on a pour la première fois un gouvernement où on a des femmes qui occupent des ministères extrêmement importants. Et ces femmes-là exigent, parce qu'elles sont au pouvoir, elles exigent qu'on les nomme Madame la Ministre. Et ça, c'est proprement insupportable pour l'Académie, puisque, selon l'usage hérité, l'Académie nous dit qu'il faut dire Madame le Ministre. Et ça va être quelque chose qu'ils ne vont pas supporter. Les articles que nous avons publiés sont publiés pas dans tous les journaux. Très rapidement, on va se rendre compte qu'ils vont être publiés plutôt dans des journaux marqués à droite, en particulier dans le Figaro, qui va faire sien la position de l'Académie. Jusqu'au moment où Patatras succède à Schröder, une femme. Comment allons-nous nommer Angela? On ne peut pas dire chancelière. C'est impossible. Les noms de métiers, les noms de fonctions prestigieux se disent au neutre, c'est-à-dire au masculin. Comment est-ce qu'on va nommer Merkel? Et bien en fait, assez rapidement, le Figaro va faire comme tout le monde et va dire la chancelière. Chose qui était 5 ans plus tôt absolument impossible à concevoir par l'Académie française.
et par leur public, puisqu'ils ont fait un sondage. L'heure était tellement grave. Des femmes qui voulaient être appelées Madame la ministre, ça faisait déjà ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il y avait des femmes qui voulaient être appelées Madame la ministre, presque 10 ans, oui, plus. Eh bien, ils ont fait donc un sondage dans leur public qui a répondu massivement qu'ils étaient absolument contre la toute féminisation. C'est le public du Figaro. Et 15 jours après, ils sont passés à Madame la chancelière. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que ce qu'on voit, en fait, c'est que les lecteurs et lectrices du Figaro ne réagissent que quand on dit qu'on va féminiser. Quand on féminise sans le dire, le lectorat du Figaro n'y voit rien du tout. Donc là, c'est là où en fait il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans la métaphore qu'on a employée de considérer l'Académie française comme une sorte de... Enfin, l'Académie française se posant comme une sorte de nouvelle Rome, avec du haut d'un balcon un certain nombre de bonhommes habillés en vert qui vont donc nous prêcher la bonne parole. Cette métaphore religieuse, elle est aussi intéressante parce que l'autorité que nous prêtons à l'Académie française, c'est un acte de foi. Mais c'est pas la foi en fait des académiciens et des académiciennes, c'est notre foi à nous. C'est nous croyons en fait que nous avons besoin d'une autorité qui nous dise que nous parlons bien. Puisque si on a conscience qu'on parle un français tout à fait correct, parfaitement adapté, que quand nous parlons, nous sommes compris de nos interlocuteurs et interlocutrices, on n'a pas besoin en fait d'un père fouettard ou d'un pape ou d'une papesse qui va nous dire c'est bien, il faut dire, il ne faut pas dire. Cette foi que nous portons à l'Académie française doit nous interroger. Et dans un pays un peu laïque, on peut se dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'une Académie française. Cette foi, elle n'est pas universelle, hein, c'est pas urbi et orbi, c'est quand même une foi qui est très centrée sur la France, sur le territoire français, parce que les Belges et les Suisses en fait, nous ont complètement laissé tomber. Enfin, les Belges et les Suisses se sont parfaitement... ils se sont résignés. Voilà, ils laissent dire l'Académie française et ils ne l'écoutent plus. Mais en France, on continue à l'écouter, on continue à croire ce qu'elle raconte. Et je dirais plus précisément, en fait, en France métropolitaine. Parce que dans le français des Caraïbes, là aussi, en fait, ils sont tournés sur autre chose. Le français le français caraïbe, ça y est, c'est un français américain, ouvert à d'autres influences, très inventif, dans des contextes où le français est une langue minorée ou minoritaire, en particulier au Québec. Là aussi, la France n'est plus que une possibilité de la francophonie. Et cette possibilité-là est complètement figée, c'est-à-dire elle nous empêche de faire évoluer le français de métropole. Et ce faisant, le français de métropole est en train de reculer au profit d'un français international, au profit d'un français caraïbe, d'un français africain, qui est très vivace. Il y a toujours un danger, un des arguments que ne cesse d'avancer l'Académie française, c'est de dire il faut réglementer, il faut réguler l'usage. Changer la langue, il n'y a rien de pire, c'est un danger absolu, c'est l'apocalypse. Très bien, mais si en fait on empêche une langue d'évoluer, cette langue meurt. Et c'est en train de... si on continue à avoir foi dans l'Académie française et dans ce conservatisme, le français de métropole va mourir. Ou plus précisément, personne ne va mourir en réalité. Mais ça signifie que le français va prendre d'autres chemins
Voilà, il va prendre la poudre d'escampette, il va vivre sa vie, et ce sera très bien. Mais on risque de se retrouver dans des situations très étonnantes qui ont pu exister par le passé, par exemple en Grèce, où on avait une langue qui était parlée par les hellénophones, et puis une langue officielle que plus personne ne comprenait. Cette langue officielle, elle était figée, on n'avait pas le droit d'y toucher, les règles étaient intangibles, le vocabulaire était vieilli. Là, il y avait une sorte de diglossie, enfin, c'est le terme technique, excusez-moi. Il y avait deux Grecs. Le français métropolitain commence en fait à être dans une situation de diglossie avec un français qui ne correspond plus, enfin un français officiel qui ne correspond plus à la langue que nous parlons au quotidien, que nous écrivons aussi. Là, il y a cet idéal de langue figée pour l'éternité, qui est la langue de l'académie, avec laquelle on peut se dire, mais on n'a pas besoin de cet idéal-là. On a au contraire à puiser en nous-mêmes des ressources, à inventer collectivement des manières d'écrire, des manières de s'exprimer, qui sont conformes à ce dont nous avons besoin, enfin, ce que nous souhaitons exprimer. Sur la question de l'égalité des sexes, il n'y a rien dans la langue française n'empêche l'expression d'une réalité sociale qui est que maintenant les professions sont mixtes, que les collectifs sont mixtes, et que utiliser le masculin comme genre grammatical par défaut, eh ben oui, là c'est pas satisfaisant parce que ça invisibilise un fait notable, c'est la présence des femmes, des hommes dans la vie sociale, et ce, à toutes les strates de la société. Moi, je voulais rajouter peut-être... passer la parole, je ne sais pas si... Mais je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis juste là sur le fait que la distance se creuse entre un français qui serait le français des élites qui le maîtrise, parce que je veux bien qu'on prenne des élites de vraies élites et qu'on leur fasse faire des accords du participe avec le participe passé avec avoir et les verbes pronominaux. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en tireraient. Donc, mais voilà, cette espèce de distance, il faut dire aussi à quel point l'académie est nocive pour ça. Par exemple, tous les gens qui s'intéressent à l'enseignement du français, à l'apprentissage du français, les linguistes disent depuis des années et des années, par exemple, il faudrait simplifier les accords, ces accords dont je viens de parler, parce que plus personne ne les fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit il faut continuer à les faire, mais en fait personne ne comprend plus rien, personne ne les fait? Donc il y a des simplifications qui pourraient avoir lieu pour que la langue officielle rejoigne la langue de 99% des gens qui vivent en France ou ailleurs. Il y a la question des réformes de l'orthographe. Là, on dépasse complètement notre sujet sur le masculin et le féminin, mais quand même, tous les grands pays de langue romane ont fait des réformes de l'orthographe parce que nous n'avons absolument pas besoin d'écrire nénuphar avec PH, parce que Molière l'écrivait avec un F, parce que voilà, donc on a introduit des complexifications qui font que on a aujourd'hui une langue écrite qui est à 10 km de la langue écrite dans les hautes sphères, qui est à 10 km de la langue écrite par les Français et les Françaises moyens, qui rend l'enseignement de la langue très compliqué, qui on perd des heures et des heures, je l'ai fait, j'ai travaillé suffisamment au collège pour le savoir, pour des choses qui ne servent absolument à rien, et l'académie est tellement nocive, et l'État est tellement, complaisant par rapport à ça, que la dernière réforme de l'orthographe qui a eu lieu donc en 90, c'est pas en 2016, en 90, qui était absolument d'une light de chez light,
ils ont réussi à la torpiller, puisque l'État leur donne le droit de veto dans les commissions qui s'occupent de ça, et que le compromis qui a été trouvé avec ces gens-là, puisqu'il faut bien trouver un compromis avec ces gens-là, vu qu'ils ont le droit de veto, ça a été qu'ils ont décidé que, bon, d'accord, on allait publier ces réformes orthographiques, mais alors on n'allait pas obliger à les respecter. C'est-à-dire que c'est comme les partis qui votent la parité, puis de l'autre côté votent si on ne la fait pas, on payera ça, etc. Donc là, ils ne payent rien, bien sûr, ils ne payent jamais rien de leur poche, mais ils ont créé, ça fait 25 ans que, je ne sais pas, je crois qu'il y a 5000 mots en français qui ont 2 orthographes. Je ne sais pas si on se rend compte du bazar créé par ces gens-là, qui normalement se disent les gardiens de la langue française, et qui ont... comment on a pourri la vie des correcteurs, des gens qui normalement doivent dire si c'est correct, si c'est pas correct, des gens qui travaillent dans les journaux, les professeurs. De toute façon, moi je l'ai déjà dit l'autre jour, mais moi j'étais professeure à ce moment-là, professeuse, mon Dieu, il faut que je me gendarme, puisque le bon mot c'est professeuse. J'étais professeuse de collège, donc à cette époque-là, je n'ai jamais reçu la moindre notification de mon institution me disant attention, il y a eu une réforme de l'orthographe. Donc moi déjà je ne l'ai pas su. Je me suis rendu compte il y a quelques années seulement, une collègue m'a dit mais dis donc, tu fais pas la réforme de l'orthographe? J'ai dit quelle réforme de l'orthographe? Donc j'ai enseigné les lettres, le français toute ma vie. Je veux dire, j'étais pas au courant. Et les gens qui étaient au courant, par contre, ils se disaient ah non mais ça je peux pas le corriger, c'est pas une faute puisqu'il y a 2 orthographes, etc. Donc c'est vraiment ces gens ont une puissance de nuisance qui est absolument invraisemblable. Ces gens auraient dû laisser passer comme les Espagnols l'ont fait, comme les Italiens. Écoutez, ils écrivent photo avec un F. Ça veut pas dire qu'ils sont moins cultivés que nous. Parce que ça n'a rien à voir, la culture et comment dirais-je, l'orthographe, ce sont des conventions. L'essentiel, le temps qu'on devrait passer avec les élèves, c'est de leur apprendre à comprendre les textes et pas à chercher l'objet direct, que c'est quoi ce truc, où est-ce qu'il est, devant, derrière, etc. Bon, oui, on peut y arriver. Moi, je suis arrivée dans des classes à faire comprendre comment on trouvait l'objet direct. C'est des heures et des heures perdues, gagnées pour les élèves, parce que quand ils y arrivent, ils sont contents comme tout, ils ont eu des bonnes notes, etc. Mais ils sortent de là, l'été passe là-dessus, ils savent plus, puis ça n'a aucun intérêt. Mais aucun intérêt, quoi. C'est important pour les gens qui sont linguistes ou qui vont peut-être être des écrivains, des écrivaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le commun des mortels, c'est comme savoir résoudre une inconnue à trois de mystères, là, je ne sais pas comment dire. Voilà. Une équation à 3 inconnues, voilà. Donc ça sert aux spécialistes, mais ça ne sert pas au reste du monde. Voilà. Et donc ces gens-là, en maintenant ces positions extrêmement élitistes, parce qu'ils ont toujours, maintenant on sait aussi, chaque fois qu'ils ont dû faire un choix orthographique, ils ont choisi le plus compliqué. Parce que des fois ça aurait été simple, tout le monde aurait pu comprendre, tout le monde aurait pu savoir. Non, c'est une question de distinction aussi, de connaître toutes ces règles, toutes ces exceptions. Alors des exceptions c'est formidable, on apprend un truc, paf, 40 exceptions. Mais qui peut mémoriser les 40 exceptions? Très peu de gens. Donc c'est vraiment des gens qui sont là. Bon, je ne pense pas du tout que la langue française soit en péril. Voilà, pas plus que hélas, on va dire, parce que ça serait bien qu'ils meurent tout de suite d'apoplexie. Mais enfin, je veux dire, on est vraiment, ils font des dégâts. Ils font des dégâts. Puis, il me semble, par rapport à même le rapport qu'ils ont pu avoir avec cette réforme de l'orthographe, et si je lis ce qu'ils viennent de publier, là, ce qu'ils ont publié le 26, il me semble qu'en plus, ils sont en pleine ils sont toujours dans une fausse argumentation, et une argumentation où ils se contredisent eux-mêmes dans leur rapport à la langue. Je veux dire par là que d'une part, le Saint-Siège, donc ils vont... on s'attaque à une sorte à une sacralité, une sorte de sacralité qui est une sacralité de la langue et bien sûr de l'écriture. Enfin, c'est l'écriture aussi qui cristallise toute cette mise en ébullition, et en même temps, en ayant ce rapport qui est ce rapport à une sacralité, leur réaction
montrent en même temps qu'ils sont malgré tout menacés parce qu'ils savent du mouvement de la langue, enfin du fait que la langue... Donc à la fois je pense qu'ils tiennent d'un côté la langue française qui est la langue de Molière alors que ça ne veut strictement rien dire et de l'autre en même temps ils sont en train de révéler, enfin de laisser surgir ce qu'ils sont en train de combattre et donc une fois de plus ils sont nuls mais bon. On va peut-être après passer à des questions, mais sur la réforme de 90, il y a quelque chose qui était assez intéressant, c'est que cette réforme, donc, elle n'a pas été diffusée à cause de l'Académie française. Un manuel s'en est saisi, donc c'est le fameux, là c'est le suppôt de Satan, c'est Hatier, donc l'éditeur scolaire, qui il y a 2 ans a publié un manuel scolaire donc à destination des CE1, CE2, qui appliquait les recommandations de rectification orthographique. Et à ce moment-là, donc l'Académie française soupire, grogne et éructe. Et une des éructations en fait, les plus touchantes, c'était celle d'un des académiciens qui n'est pas le moins inintelligent, Jean d'Ormesson, à qui on faisait valoir qu'en 90, l'Académie française avait toléré ces rectifications orthographiques et qui, en 2015, les condamnait fermement. Et d'Ormesson a eu cette formule qui était quand même assez étonnante, c'était « Oui, nous étions d'accord en 1990 parce qu'à cette époque-là, les gens étaient heureux. » Donc, vous voyez, en fait, là, on attend de ces gens-là un discours étayé, un discours informé sur la langue française. Et ces gens-là disent n'importe quoi. Mais il est cruel de faire lire le propos des académiciens, parce que c'est de la bêtise. Nous souhaiterions, chez des linguistes, nous souhaiterions un vrai débat. Et l'Académie française coupe court à tout débat. D'abord parce qu'ils sont incapables de tenir un discours scientifique, mais c'est surtout que leur stratégie, c'est de rester dans le silence. On ne répond pas aux critiques. Et pourtant, on n'est pas les premiers à avoir fait des critiques sur l'Académie française. La première... ça date de la création de l'Académie. Voilà, ça date de la création de l'Académie, c'est leur position depuis toujours. Depuis seulement le XVIIe siècle. Là, il y a quelque chose qui devient gênant. Ce silence commence à devenir très gênant parce que là, il y a un certain nombre de gens qui sont compétents, qui peuvent donner des idées, qui peuvent justement renouveler en profondeur les pratiques pédagogiques, faire évoluer notre langue dans un sens démocratique, parce que, Eliane, tu le rappelais, notre orthographe actuelle ne date que de la fin du XIXe siècle. C'est à partir de 1870 que vraiment l'orthographe telle que nous la connaissons est fixée. Donc c'est très très peu au regard de l'histoire de la langue. Quand on nous parle de la langue de Molière, je vous invite à aller sur Gallica, c'est un site absolument gratuit, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France. Vous allez regarder les éditions originales des grands classiques du XVIIe siècle. Vous prenez Les Fables de La Fontaine, c'est une des plus belles éditions du XVIIe siècle, puisque c'était l'édition qui avait été offerte au dauphin, fils du roi Louis XIV. Vous cherchez La Cigale et la fourmi, vous serez très étonné de voir à quoi ressemble une fourmi au XVIIe siècle. Une fourmi, ça a un Y à la fin. C'est quoi la langue de Molière? C'est quoi la langue classique? C'est quelque chose qui est très différent de la langue que nous pratiquons actuellement. Moi, je voulais juste ajouter ceci, c'est qu'effectivement, depuis le XVIIe siècle, depuis la création de l'Académie, s'il avait fallu qu'ils répondent à toutes les critiques, ils auraient passé leur temps à ça. Donc, ils ont comme mot, ils se passent le mot « on ne dit rien, on ne bouge pas ». Mais pourquoi est-ce qu'ils bougent? Pourquoi ils ont bougé l'autre jour? C'est qu'en général, récemment, depuis, on va peut-être, sans doute depuis peut-être depuis déjà 1984, en général, leurs amis de droite
ont des problèmes avec ces réformes, avec peut-être l'interventionnisme de l'État, etc. Là, par exemple, avec l'histoire d'écriture inclusive. Et donc, on va les tirer par la manche. Et on leur dit, il faut que vous disiez quelque chose, quoi. Il faut que vous disiez quelque chose. Alors, ils disent quelque chose. La dernière fois, c'était Julien Aubert il y a eu cette prise de position, enfin cette dispute dans l'Assemblée nationale, puisqu'il voulait absolument appeler Sandrine Mastier Madame le Président, et puis il s'est fait taper sur les doigts, etc. Et donc le lendemain, il y avait, si vous vous rappelez bien, quand on a su qu'il avait une amende, puisque c'est comme ça, le règlement de l'Assemblée nationale veut que quand on ne respecte pas les règlements de l'Assemblée nationale, on a des amendes. Et donc, il y avait 140 députés de droite, UMP à l'époque, qui ont fait une pétition dans laquelle il y avait des arguments linguistiques incroyables. Il n'y a pas évidemment que des hommes politiques, des députés qui ne connaissent rien, mais enfin, ils s'étaient quand même fait faire une petite philippique, là, avec 3 arguments linguistiques. Et 3 jours après, il y avait une déclaration de l'Académie. Donc, on va les chercher par la manche quand on n'est pas d'accord, les politiques, et comme ils sont vraiment copains comme cochons, ils finissent par pondre quelque chose. Et alors, à ce propos-là, il faut dire que nous avons échappé à la bulle contre le mariage pour tous. Parce qu'on est allé les chercher, les gens qui étaient contre, on est allé leur dire, il faut que vous disiez quelque chose, il faut que vous nous disiez que dans le mot mariage, il y a quelque chose qui signale que ça ne peut pas être entre 2 personnes de même sexe. Et alors, comme, ça on va le dire entre nous, le lobby gay est quand même plus fort à l'Académie que le lobby féministe, eh bien, ce qu'ils ont pondu, ils ont pondu un truc qui dit que, ben non, désolé, dans le mot mariage, il n'y a rien qui signifie qu'il faudrait que ça soit entre 2 personnes de sexe différent. Donc, du coup, c'est pas sorti dans la presse, évidemment, puisque c'était pas intéressant. Les gens qui l'avaient fait produire cette bulle-là ne l'ont pas publicisée, puisque ça aurait montré que l'Académie n'était pas de leur côté. Mais bon, voilà, c'est tout ça drôle. Merci beaucoup, Yannick.